Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre des Hommes. Une question ce soir, jusqu'où est-ce que les scientifiques peuvent s'engager dans le débat public, le débat politique? C'est vrai, on a pris l'habitude, peut-être de plus en plus, et singulièrement dans notre émission, d'entendre des scientifiques prendre position, exprimer leur avis sur des sujets bien sûr qui nous concernent tous. Et à l'heure du dérèglement climatique, c'est une parole qui compte. Mais jusqu'où est-ce qu'un scientifique peut aller? Est-ce qu'un scientifique doit garder un devoir de neutralité ou est-ce qu'au contraire, face à l'urgence, eh bien c'est son devoir d'alerter, quitte à s'engager, voire à militer politiquement? Toutes ces questions, on va se les poser, bien sûr, avec des scientifiques. On en parle tout de suite dans Terre des Hommes. Et regardez ce beau plateau que nous vous avons concocté pour parler justement de l'engagement des scientifiques. Bonsoir Christophe Cassou. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes climatologue et d'ailleurs à ce titre co-auteur du dernier rapport du GIEC. Et donc vous avez une parole scientifique à la fois très engagée sur vos sujets et puis en plus on vous a entendu vous exprimer sur des sujets qui sont dans le débat médiatique, sur la question par exemple des méga-bassines, sur la question aussi du chantier de l'autoroute A69. Donc on voulait à tout prix vous entendre ce soir. Merci. Et à vos côtés, Olivier Coutard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes aussi directeur de recherche au CNRS, mais dans un autre domaine, vous êtes socio-économiste. Et puis vous êtes notamment, je crois, au CNRS en charge d'un projet, d'un guide qui définirait quelles sont les règles que doivent respecter les chercheurs pour s'exprimer justement publiquement ou dans les médias. C'est ça? Pas vraiment en charge de ce projet, mais disons que dans le cadre des travaux du conseil scientifique que je préside, on a été amené à travailler avec d'autres sur l'élaboration de ce guide, oui. Donc c'est un guide qui paraîtra d'ici quelques semaines, quelques mois? Oui, très bientôt. Je ne maîtrise pas le calendrier, mais dans les semaines qui viennent. Oui. Et qu'est-ce qui avait conduit à la nécessité de ce guide? Il y avait besoin de faire une charte ou d'unifier un petit peu la parole des chercheurs du CNRS quand ils s'expriment dans les médias? C'est pas l'esprit initial. L'esprit, c'est plutôt d'aider les chercheurs et les chercheuses qui le souhaiteraient à s'exprimer publiquement et à le faire de manière qui ne les expose pas, disons, ensuite à des fausses discussions, c'est-à-dire à des prises à partie. Pas tomber dans des pièges. Pas tomber dans les pièges, ouais. Et voilà, donc plutôt les outiller pour ajuster leur parole publique. Pas tellement sur le fond, on y reviendra, parce que leur liberté d'expression est totale, mais plutôt sur la forme et puis quand même dans le respect d'un certain nombre de règles juridiques. Oui, et c'est intéressant ce que vous dites justement sur cette question de la liberté d'expression. C'est vrai qu'en France, c'est un principe qui prévaut, la liberté académique, la liberté des enseignants, des chercheurs, des universitaires. Alors, pour cadrer un peu le sujet, je me suis replongé dans un livre qui a plus d'un siècle maintenant, de Max Weber, justement, mais qui met un peu face à face deux vocations distinctes, celle du savant et celle du politique. C'est un peu à partir de Max Weber qu'on s'est mis à penser, au fond, quelle est la place de la rationalité scientifique dans le débat politique. C'est un livre qui a été réédité, qui a été préfacé par Raymond Aron, dont vous savez à quel point on y attachait au Figaro. Et alors Raymond Aron, notamment, a cette phrase dans l'introduction qui est très intéressante pour qu'on comprenne bien les problématiques qu'encadre notre sujet. Le savant, dit Raymond Aron, doit refouler les sentiments qui le lient à l'objet, les jugements de valeur qui surgissent spontanément en lui et qui commandent son attitude à l'égard de la société, celle d'hier qu'il explore et celle d'aujourd'hui qu'il désire sauvegarder ou détruire ou changer. Cette question soulevée par Raymond Aron, elle est essentielle. La neutralité, au fond, du chercheur qui se doit de garder pour lui ses jugements, ses biais, et en même temps, cette importance de l'engagement que vous avez tous les deux bien en tête, puisque je pense, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cela, mais que quand on est chercheur, quand on est scientifique, on conçoit tout entier sa profession déjà comme un engagement. Christophe Cassou. Oui, l'engagement, en tout cas la prise de parole dans le débat public, le fait d'amener les faits scientifiques dans ce débat qui soit délibératif, est une mission du chercheur. Une des deux missions du chercheur, la première évidemment c'est la production de la connaissance, et la deuxième donc c'est de porter les faits scientifiques dans un espace de délibération pour aider en fait
à la décision et aider à cette construction sociétale. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs même sur le site du CNRS, vous nous aviez alerté là-dessus, c'est vrai que les toutes premières missions qu'on voit, il y a produire la connaissance, comme vous le dites bien, et aussi dans vos missions de chercheurs, cette obligation presque, ce devoir qui vous incombe de partager les savoirs, et donc c'est-à-dire de ne pas garder dans le champ scientifique les connaissances, l'information, mais de les diffuser, ce qui est une forme d'engagement. Olivier Coutard. Oui, alors moi je serais peut-être moins catégorique, moins tranché. Je pense que à la question, les chercheurs peuvent-ils s'engager? Je crois que la réponse est évidemment oui. La question, les chercheurs doivent-ils s'engager? Je pense que la réponse est quand même plus nuancée, et même pour moi plutôt négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'engagement. Alors qu'est-ce que c'est que s'engager dans ces cas-là? C'est une partie de la question, mais disons c'est exprimer dans l'espace public des positions normatives, c'est-à-dire des positions évaluatives ou des préconisations sur ce qu'il faudrait faire pour répondre à tel ou tel problème que, par exemple, la recherche scientifique aurait mis à jour. Les scientifiques, donc les chercheuses et les chercheurs, ont effectivement une responsabilité importante qui est celle de diffuser la connaissance scientifique et, j'allais dire, diffuser aussi l'éthique scientifique dont peut-être on aurait bien besoin dans le débat public aujourd'hui. En quelques mots, c'est un état d'esprit à avoir face à l'information et à la connaissance? Oui, je pense que d'abord c'est une ouverture au dialogue, au débat, fondé en raison, comme on disait jadis, c'est-à-dire pas l'invective, mais le débat où on échange des arguments aussi élaboré que possible, et ça fait partie de l'éthique scientifique de base. Accepter la discussion, y compris la discussion de ses propres travaux, et c'est ça, j'allais dire, qui produit le consensus scientifique qui ensuite est la marque de connaissance stabilisée, au moins pour un temps. Donc ça c'est un élément de l'éthique scientifique. Un autre, effectivement, alors moi je ne parlerai pas de neutralité, on pourra peut-être y revenir un peu plus en détail. Je pense que la notion de neutralité n'a aucun sens, à vrai dire, en lien avec l'activité scientifique. Mais en tout cas, c'est l'idée de dire que ce n'est pas ses propres jugements personnels qui doivent avoir prise sur l'opinion qu'on a, mais c'est une opinion qui est fondée en raison. Oui, voilà, mais je pense qu'on peut parler d'impartialité, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne soit pas surdéterminé par ses propres convictions personnelles, et puis d'efforts pour tendre le plus possible vers l'objectivité, qu'on n'atteint jamais, mais enfin que j'allais dire que les règles de fonctionnement de l'activité de recherche dont elles aident à se rapprocher, notamment par l'application de méthodes, et un effort constant pour essayer d'établir des faits et ensuite d'interpréter ces faits, même si la distinction entre les deux notions fait et interprétation est elle-même poreuse. Et puis, deuxièmement, la mise en débat de ces travaux et de ces résultats, non seulement des résultats, mais aussi des méthodes et des données sur lesquelles on s'appuie. Et c'est par ce travail collectif, et j'insiste vraiment sur ce terme-là, qu'on arrive à des propositions scientifiques qui sont ce qu'on appelle les connaissances scientifiques, qui sont robustes. C'est intéressant ce que dit Olivier Coutard, Christophe Cassou, sur le fait que la différence entre les faits et l'interprétation qu'on en fait, elle est poreuse, elle n'est pas évidente. Et c'est vrai que le scientifique qui propose une parole publique va toujours se réclamer des faits, ou la plupart du temps en tout cas, et qu'en même temps, il peut y avoir un glissement aussi qui peut être fait. Alors je pense qu'il faut différencier les types de faits, on va dire. Il y a différents faits scientifiques qui reposent sur là aussi la différence entre la science et la recherche, en fait. La science est un corpus de connaissances. Les faits scientifiques ont plusieurs niveaux, ce qu'on appelle dans notre jargon des niveaux de confiance. La Terre est ronde, c'est un fait scientifique. Le fait que, je vais parler de mon domaine, le fait que la fonte des glaces arctiques va générer plus d'événements extrêmes sur l'Europe, ce sont des faits qui sont dans la littérature scientifique, mais sur lesquels il y a un niveau de confiance qui est faible, et donc il peut toujours y avoir débat. C'est-à-dire que ces faits, des nouvelles connaissances, s'agrègent pour augmenter le niveau de confiance, le niveau de certitude, en fait, sur ces faits-là.
Donc il faut bien différencier en fait ce que c'est que le fait. Et je pense que c'est très important que le scientifique porte les faits derrière lesquels sont adossés des niveaux de confiance, des niveaux de certitude, des niveaux d'objectivité qui sont grands et qui sont partagés de manière transparente et plurielle. Et là, je rejoins ce que disait Olivier sur le caractère collectif de la robustesse d'en fait, sur l'évaluation de cette robustesse qui est absolument important. Et je te rejoins aussi sur le fait que la neutralité, en fait, c'est un faux débat. Elle tombe complètement dans la mesure où la pratique de la science est empreinte de valeur en elle-même. Le choix des sujets scientifiques est empreinte de valeur. Et donc, il faut tendre vers la rigueur, vers l'objectivité, vers la transparence. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans la fabrique du savoir. Le fait que ça soit reproductible et partagé. Donc, avec en plus, il faut différencier également le type de science. Il y a ce qu'on appelle des sciences plutôt impliquées, donc qui ont une dimension sociale, comme le changement climatique, comme la santé, où en fait c'est fait. Ça va avoir des conséquences très directes. Peut avoir des conséquences sur notre société politique. Très directes. Et donc la neutralité tombe dans la mesure où sur ces types de sciences, il y a des risques. Oui. Par exemple, le risque climatique. Donc, pour moi, le fait de ne pas se prononcer dans l'espace public en présence de risque est une position qui est non neutre. Oui. Hein, puisque, en fait, cette absence comment dire, ne pas s'engager, c'est cette déjà absence d'engagement est une forme d'engagement en tant que tel, en présence de risque. Et je pense que c'est très important de rajouter cette partie-là, en présence de risque. Pour d'autres sciences, c'est pas le cas. Alors vous faites un parallèle qui est intéressant entre la dimension de la santé et la dimension du changement climatique. Et de fait, c'est vrai que nous, le débat qu'on a là entre nous sur la question de la place des scientifiques dans le débat politique, en fait, toute la société se l'est posée il y a maintenant 4 ou 5 ans pendant la crise du Covid. Parce qu'effectivement, avec l'émergence du conseil scientifique qui venait directement conseiller la présidence sur les bonnes mesures à prendre, avec l'apparition de tous ces médecins de plateau de télévision qui sont venus à longueur de journée dire ce qu'il convenait de faire ou de ne pas faire au vu de leurs connaissances épidémiologique, on a vraiment vécu un moment où la science a pris une place prépondérante. Alors on va écouter justement quelqu'un qui s'exprimait à cette époque-là, que vous connaissez bien sûr, c'est Cédric Villani, l'exemple peut-être archétypique d'un scientifique qui a choisi de s'engager en politique. On écoute ce qu'il dit et puis je vais vous faire bondir juste après. Dans le cadre de la transition écologique, que ce soit pour la mise en place de circuits courts et la diminution des pesticides, que ce soit pour la transition vers la mobilité électrique et hydrogène, que ce soit pour la lutte contre le dérèglement climatique, beaucoup de science est nécessaire. Mais les sciences, c'est aussi indispensable au conseil politique. On a vu dans cette période à quel point l'articulation entre science et politique est à la fois nécessaire et parfois délicate. C'est nécessaire que ce conseil scientifique se fasse avec la plus grande indépendance. Nécessaire aussi qu'il se fasse dans un dialogue avec les citoyens au plus large, avec un accent sur la culture scientifique, sur les sciences participatives des citoyennes, sur l'éducation aux sciences, avec des outils au service de l'ensemble de la cohésion de la société. Finalement, les sciences, c'est aussi bien un enjeu pour l'écologie que pour la démocratie et que pour la solidarité. Et nous serons très attentifs à les promouvoir. Voilà, c'était Cédric Villani, interrogé par le Figaro Live il y a 5 ans maintenant. Et c'est vrai, Olivier Coutard, qu'avec l'engagement de Villani, on voit qu'il y a en fait plusieurs degrés d'engagement politique aussi possibles pour des scientifiques. Il y a ceux qui vont dans les médias, comme c'est votre cas par exemple ce soir. Il y a ceux qui vont prendre des positions politiques ou militantes plus importantes. Et puis il y a vraiment ceux qui décident de franchir le Rubicon, si j'ose dire, puisque Cédric Villani a été candidat avec la majorité présidentielle, puis avec l'Alliance des gauches. C'est pas une obligation ce que vous dites, mais pour autant, est-ce qu'on se renie scientifiquement si on va jusqu'à, je sais pas, se présenter à des élections au nom de ses convictions scientifiques ? Alors, bon, d'abord, les scientifiques sont des citoyens et des citoyennes comme tout le monde, donc on ne peut évidemment pas soutenir une minute l'idée qu'ils ne pourraient pas s'engager. Mais vous voyez, par exemple, moi je suis journaliste, et ça s'est vu d'ailleurs précédemment, quand on est journaliste et qu'on décide de s'engager en politique, on n'est plus journaliste. On ne peut pas faire les deux en même temps.
Oui, enfin, il faudrait interroger Cédric Villani. Je ne pense pas qu'il fasse ou qu'il souhaite faire les deux en même temps. Je pense qu'il y a ces deux facettes de sa vie. Et là, ce qu'il explique sur l'importance de la science dans l'action publique et dans les choix collectifs par rapport aux enjeux écologiques n'a rien à voir avec son activité de chercheur et les raisons pour lesquelles il a été d'ailleurs distingué de manière aussi remarquable pour ses travaux. Donc, mais en revanche, cette question, enfin, la question de la place de la science et des scientifiques dans les choix collectifs et dans les décisions publiques, elle soulève plein de questions intéressantes. Peut-être qu'on va... Quelle question? D'abord, les problèmes de la vraie vie, si j'ose dire, et il est rare qu'ils se présentent dans les cases dans lesquelles les chercheurs travaillent. Donc, on parlait tout à l'heure de la dimension collégiale du travail scientifique, mais en général, l'expertise scientifique utile est une expertise collective et pluridisciplinaire. C'est ce qui a essayé d'être fait avec un succès relatif dans le conseil scientifique qui a été mis en place au moment du Covid, c'est-à-dire... Vous avez des réserves sur la composition? Non, enfin, c'est secondaire. Il y a des vieux débats. C'est secondaire, oui. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien l'idée que pour faire face à une crise comme celle engendrée par la pandémie de SARS-CoV-2, là, il fallait mobiliser une expertise scientifique pluridisciplinaire parce que les dimensions du problème sont multiples et qu'aucun chercheur ne peut prétendre être spécialiste de l'ensemble du domaine. Et c'est vrai aussi à des niveaux d'expertise plus étroits. Un fameux microbiologiste marseillais s'est beaucoup exprimé à l'époque sur l'efficacité de certains traitements. On ne pouvait pas tellement lui reprocher d'avoir de formuler une hypothèse, d'avoir une intuition favorable. Ce qu'on pouvait, ce qui lui a été reproché par la suite d'ailleurs, ce qu'on pouvait lui reprocher, c'était de ne pas suivre justement l'éthique de la recherche pour valider ses intuitions avant de les asséner comme vérité. Et en même temps, vous parlez du professeur Raoult, pour ne pas le nommer, il y avait un engouement autour de sa figure qui montre bien aussi que dans nos sociétés dont on prétend qu'elles sont hermétiques au discours raisonnable ou scientifique, il y a quand même une fascination pour le personnage un peu... Alors c'était peut-être plus le druide ou le mage que véritablement le scientifique, vous me direz peut-être, mais quand même la personne qui arrive avec la connaissance scientifique et qui, si possible, en plus avec des solutions, plutôt qu'avec des problèmes supplémentaires, c'est un personnage qui fascine. Oui, totalement. Et quand on regarde des sondages récents sur ce qu'attend de la population ou à quelle communauté la population fait confiance pour justement porter les faits dans le débat public, ce sont les scientifiques. Ah oui, oui. Donc il y a une moindre fragilisation de la parole scientifique que d'autres paroles institutionnelles. Oui, et puis il y a cette demande en particulier sur les enjeux environnementaux. Il y a cette demande d'une communication qui soit sourcée, qui soit rigoureuse, qui soit axée sur les moyens d'agir. Et je pense du coup que l'engagement de Cédric Villani est sans doute positif parce qu'il apporte aussi auprès des politiques la manière ou la connaissance de comment la science se fabrique. La différence entre un fait et une opinion. Et donc il y a une forme de littératie ou d'acculturation de cette production de la science, dont selon une certaine déontologie, le caractère collectif étant absolument essentiel. Donc je pense que c'est intéressant tout en gardant à l'esprit que le scientifique informe et le décideur ou le politique décide. Oui, oui. Et Cédric Villani décidait parce qu'il a été élu. Il avait cette légitimité-là. Le scientifique n'a pas de légitimité en tant que tel de décider. Il éclaire la décision politique. Mais alors justement, j'aimerais introduire maintenant un tiers entre le scientifique qui informe et le politique qui décide. Et je voulais le faire avec vous. Parce qu'il y a aussi maintenant des mobilisations populaires, des mobilisations des mouvements citoyens, plus ou moins parfois révolutionnaires. Je pense à ça parce que vous étiez notamment, Christophe Cassou, engagé auprès des manifestants qui ont notamment milité récemment contre le chantier de l'autoroute A69. Et on voit que c'est une tentation de plus en plus grande chez les scientifiques. Je pense par exemple au mouvement scientifique en rébellion, je crois, qui accompagne le groupe Extinction Rébellion, de dire en
en fait, nous ne sommes pas assez écoutés par le politique, donc nous allons participer au mouvement de mobilisation citoyenne. Alors, je suis rassuré, je crois que vous avez laissé vos cocktails Molotov en haut au vestiaire du Figaro, mais oui, je dis ça en plaisantant, parce qu'on voit quand même qu'il y a un moment, quand on participe à des mouvements de mobilisation, y compris de contestation parfois violente avec les forces de l'ordre, où c'est quand même la volonté d'une parole scientifique de décider de s'imposer un peu plus fort que simplement en prêchant dans le désert, dans des tribunes ou des interventions télévisées. Alors, je ne pense pas. Alors, expliquez-nous. Je ne pense pas, dans la mesure où, quand je suis intervenu sur des mobilisations comme la 69, je suis intervenu par un discours que j'ai prononcé. Dans ce discours-là, j'ai porté les faits scientifiques. Uniquement les faits scientifiques. Un discours au sein d'une mobilisation qui elle-même est une mobilisation, exactement, on va dire, au moins clandestine, si ce n'est violente. C'est exactement le même discours que j'ai porté devant l'Assemblée nationale sous serment. Dans un cas, on dit que je suis engagé parce que je porte la parole publique auprès des politiques. Dans l'autre cas, on dit que je suis militant. Aujourd'hui, le simple fait de rapporter les faits scientifiques nous fait considérer comme militants. Dans certains espaces. Pourquoi ? Parce que en fait, ces faits scientifiques vont à l'encontre d'une certaine vision du monde. Ce n'est pas le chercheur qui est attaqué en tant que tel. C'est la vision du monde qui est remise en cause, cette vision du monde qui est portée par les faits scientifiques. Les faits scientifiques que j'ai rapportés lors de ces interventions proviennent directement du rapport du GIEC, dont j'ai été co-auteur. Qui correspond au consensus scientifique qui a été approuvé à l'unanimité par les 196 représentants des États. Ce n'est pas Christophe Cassou qui parlait, c'est le fait scientifique porté par la communauté internationale politique et scientifique qui s'exprimait. Je pense que c'est absolument le rôle du scientifique. Et si on regarde aussi les discours que j'ai prononcés, et j'ai toujours été dans la transparence des discours. C'est-à-dire le discours que j'ai prononcé, il est public, il a été publié. Est-ce que j'ai dénoncé la violence ? Oui, dans ce discours-là. Est-ce que cette phrase-là que j'ai prononcée en disant que je ne cautionnais pas la violence, elle a été retenue ? Non, elle n'a pas été retenue. Est-ce que j'ai été associé au cocktail Molotov ? Oui, j'ai été associé au cocktail Molotov, comme vous le disiez. Parce que c'est l'image qui s'est imposée. Oui, mais l'image, elle est fabriquée par les médias. Pourquoi les médias n'ont pas retenu pourquoi les médias n'ont pas retenu cette phrase en disant Christophe Cassou, même ayant prononcé un discours au cours de cette manifestation-là, est opposé à la violence. Et donc, du coup, c'est très dangereux. Parce que le fait de ne pas dire ça ou ne pas rapporter ça, ça met aussi une cible derrière les scientifiques. Et je pense que c'est très intéressant, du coup, d'avoir aussi des institutions comme le CNRS ou d'autres instituts françaises qui protègent leurs scientifiques alors qu'ils n'ont répété que ce qui est écrit dans des documents que l'État français a consignés. Est-ce que je cautionne la violence ? Est-ce que je la dénonce ? Oui. Est-ce que je dénonce les propos comme écoterrorisme ? Également. Parce que derrière, il y a aussi de la littérature scientifique exprimée dans le deuxième rapport du GIEC, groupe 2, qui montre que les mots, les narratifs, contribuent à générer aussi ce climat de violence. C'est des faits scientifiques parce que c'est des sciences humaines et sociales qui sont passées par le filtre de la science, c'est-à-dire le filtre de la revision collective, qui dit ça. Donc, voilà, c'est aussi la manière dont sont rapportées dans l'espace public la prise de position des scientifiques, considérés comme militants pour décrédibiliser la parole qu'ils portent parce que ça dérange. Je pense qu'aujourd'hui, on en est là. En tout cas, ce que vous dites, vous avez commencé tout à l'heure en parlant de la question des valeurs, en disant que finalement le scientifique amène aussi la question des valeurs dans l'espace collectif. Là, vous parlez de vision du monde. Vous dites, au fait, quand on va jusqu'au bout de la lecture du rapport du GIEC, au fond, ça définit une certaine vision du monde. On va écouter quelque chose qui se rapporte assez bien à ce que vous dites. C'était le professeur de philosophie Frédéric Worms à l'ENS qui s'adressait au président de la République lors du grand débat des idées. On l'écoute tout de suite et puis Olivier Coutard, je vous demanderai de réagir. Dans la science, et c'est vrai que la science est menacée aujourd'hui, il y a les conditions de nos vies aujourd'hui et comment les améliorer. Non seulement comment lutter contre les régressions, mais comment quand même améliorer nos conditions de vie. Mais ça ne s'améliorera plus non plus sans les principes. Les intellectuels, au fond, et il y en a de nouveaux dans le monde qui payent cela de leur vie aujourd'hui, je pense qu'il faut rappeler, les intellectuels, ça a toujours été ceux qui plaident pour l'universel,
pour les libertés, également pour des limites aux inégalités. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des grands thèmes sur lesquels nous devons travailler, c'est comment finalement apporter des limites à nos dangers vitaux, mais aussi à nos dangers sociaux. C'est en réalité le vrai progrès. Et comment il n'y a pas de progrès aujourd'hui qui ne soit complexe. Comment faire progresser à la fois les conditions de vie et les conditions sociales, la fin de vie et la fin du mois, les inégalités, également les discriminations. On n'a pas encore parlé du rapport entre les hommes et les femmes. Ça me paraît fondamental aussi. Voilà, c'était un extrait de ce grand débat qui avait rassemblé des dizaines d'intellectuels autour du président de la République après le mouvement des Gilets jaunes. Olivier Coutard, si on suit ce que dit Frédéric Worms ou même ce que disait Christophe Cassou à l'instant, ça veut dire que finalement, au nom des sciences, les scientifiques s'arrogent un peu tous les droits, parce qu'ils finissent par pouvoir discourir de tout, c'est-à-dire y compris des valeurs. Au fond, dans ces cas-là, ils ont un discours justement très normatif, ce contre quoi vous alertiez au début de l'émission. Non, je n'alertais pas. Je dis qu'effectivement, quand un scientifique prend la parole, il faut qu'il ou elle situe le mieux possible sa parole. Et par exemple, dans la gradation des faits scientifiques qu'évoquait Christophe tout à l'heure, le fait que certains faits fassent l'objet d'un consensus scientifique quasi unanime, ces faits-là ont plus de force, si on veut, que des faits qui commencent à être établis, mais qui font encore l'objet de débats au sein de la communauté. Et il faut que quand un scientifique prend la parole, il soit, ou elle soit aussi clair que possible sur le degré de robustesse des faits scientifiques qu'il présente. Pourquoi ? Parce que ça engage, et c'est peut-être un peu ce qu'on a observé au moment du Covid, mais le bilan est plus mitigé que ça. Ça engage finalement l'image que la science ou les chercheurs renvoient dans l'opinion publique en général. Donc je crois qu'il faut que les scientifiques soient prudents dans leur expression et en très grande majorité, ils le sont. Ensuite, pour quand même rebondir un petit peu sur l'histoire de l'A69 ou des méga-bassines, bon, je rappelle, sur l'A69, on n'est pas encore au bout des recours administratifs. Des recours administratifs, mais quand même l'autorisation de construire cette autoroute a été annulée en première instance et en appel. Et donc, il faut quand même avoir en tête que ça renvoie aussi un peu à la question de l'engagement. Ne pas s'engager, c'est s'engager. C'est-à-dire, effectivement, il y a des formes d'activités scientifiques qui accompagnent des transformations qui ne gênent personne ou des évolutions du front des connaissances qui ne gênent personne. Et dans ce cas-là, on ne parle pas d'engagement ou de militantisme. En revanche, quand les observations, les faits scientifiques vont un peu contre des intérêts importants, à ce moment-là, ça devient problématique. Et les conditions dans lesquelles ça s'opère sont aussi des conditions construites. C'est-à-dire, enfin, ça a été souligné, y compris dans la presse, le degré de mobilisation des forces de l'ordre pour défendre la méga-bassine de Sainte-Soline était quand même tout à fait disproportionné. Et si on revient, alors je finis quand même cette phrase en un mot, si on revient au fond du sujet, on a vu en Catalogne dans les années récentes que les méga-bassines peuvent être un élément de la solution. Ce ne sont pas une solution générale. Quand il y a une sécheresse de 3 ou 4 ans, la méga-bassine se vide la première année et ensuite on est coincé. Voilà. Merci Olivier Coutard. C'est déjà la fin de cette émission. Le dialogue était dense et riche. On aurait aimé vous entendre encore longtemps. Merci en tout cas de vous être prêté au jeu, à l'exercice. Merci Christophe Cassou, merci Olivier Coutard. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Terre des Hommes. Mais on va avoir la tête dans les nuages dans 2 semaines. On va monter jusqu'au sommet des observatoires qui étudient la composition des nuages. Et vous allez voir, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Merci beaucoup.